Cour d'assises. La cour d'assises est une juridiction composée de magistrats professionnels et de citoyens. Elle est chargée de juger les crimes. Nous sommes ici à la cour d'assises de Paris. C'est ici que sont jugés les crimes, c'est-à-dire les infractions les plus importantes de notre code pénal. Par exemple, les viols, les vols à main armée, les crimes de sang. Je suis l'un des présidents de cette cour d'assises. Siègent à mes côtés 2 assesseurs, c'est-à-dire 2 magistrats professionnels, et siègent de part et d'autre à leur côté des jurés, c'est-à-dire des citoyens français tirés au sort sur la base des listes électorales et qui constituent bien entendu la spécificité de cette juridiction. C'est le président qui dirige les débats qui se déroulent au sein de la cour d'assises, sous le contrôle des autres parties, bien entendu, et seront examinés successivement tout ce qui concerne la personnalité de l'accusé, puisque la loi prévoit qu'un accusé doit être jugé non seulement en fonction de ce qu'il a fait, mais aussi en fonction de ce qu'il est. Seront ensuite examinés les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire le ou les crimes. Et puis, on passera ensuite dans une autre phase, appelée la phase des plaidoiries et réquisitions, au cours de laquelle l'avocat de la partie civile, c'est-à-dire de la victime, viendra présenter son point de vue. L'avocat général, c'est-à-dire le représentant de l'accusation, présentera le point de vue de la société et va requérir à la fin de ces réquisitions une peine. Et ensuite, bien entendu, l'avocat de l'accusé qui présentera le point de vue de la défense et l'accusé qui a toujours la parole le dernier. Après les dernières paroles de l'accusé, le président, ses 2 assesseurs et les 9 jurés se retirent dans cette salle pour délibérer. La délibération est une discussion collective au cours de laquelle chacun va confronter son opinion à celle des autres. Cette délibération se déroule en 2 temps bien distincts. D'abord, les problèmes concernant la culpabilité de l'accusé, est-il ou non coupable des faits qui lui sont reprochés, et puis, dans un second temps, s'il est reconnu coupable, quelle sera la peine qui lui sera appliquée. À l'issue de chacune de ces délibérations, les magistrats et les jurés voteront à l'aide des petits bulletins que nous avons devant nous. En ce qui concerne la culpabilité, ils mettront oui ou non, et mettront ce bulletin dans l'urne. En ce qui concerne la peine, le processus est identique, chacun mettra son chiffre et mettra ensuite son bulletin dans l'urne. À l'issue des derniers votes, le président, ses assesseurs et les jurés reprendront leur place dans la salle d'audience et le président prononcera la condamnation si l'accusé est déclaré coupable. La loi prévoit que les magistrats et les jurés n'ont pas à expliciter leur décision, aussi bien en ce qui concerne la culpabilité qu'en ce qui concerne le montant de la peine, puisque le peuple est considéré comme souverain. Quelques mots à retenir. La Cour, c'est la formation des 3 juges professionnels composés du président et de 2 assesseurs. Les jurés sont les 9 citoyens tirés au sort qui vont juger avec les juges professionnels. Ces 9 jurés forment le jury. La Cour et le jury composent la formation de jugement de la Cour d'assises. L'accusé, c'est ainsi qu'on appelle à la Cour d'assises la personne jugée pour un crime. En revanche, on dit prévenu pour celui que l'on juge pour un délit au tribunal correctionnel. La délibération, c'est la discussion des juges à la Cour d'assises. Dans tous les autres tribunaux, on appelle cette discussion le délibéré. Le Code de procédure pénale indique aux jurés dans l'article 304 les règles à suivre pour juger. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'à votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction,
avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Alors, ce texte est lu aux jurés immédiatement après leur tirage au sort. À la lecture de ce texte, chacun des jurés lève la main droite et répond « Je le jure ». C'est une formule qui résume toutes les obligations du juge, quel qu'il soit juré ou magistrat professionnel, et qui résume tous leurs devoirs. Le devoir de méticulosité, le devoir d'objectivité, le devoir d'impartialité, le devoir d'écouter avec autant d'attention l'accusé, l'accusation et la victime, le devoir de respecter le secret des délibérations, puisque c'est la seule manière de parvenir à une décision libre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que si l'on suit pas à pas chacun de ces mots, on est sûr de parvenir à une bonne décision, c'est-à-dire une décision juste, équilibrée, qui satisfait les intérêts de tout le monde et qui sera donc acceptée par tout le monde. La cour d'assises dans l'histoire. Le jugement par le peuple était déjà la règle dans les cités grecques et romaines. Au 5e siècle, le droit barbare crée une justice rendue par des hommes libres en instaurant le malus. Le comte, qui préside le malus mais ne rend pas de jugement, choisit un certain nombre de personnes chargées de lire la loi et de délivrer un jugement conforme à celle-ci. Plus tard, la Révolution institue une nouvelle forme du jugement par les pairs en posant le principe du jury pour le tribunal criminel créé en 1791. C'est l'ancêtre de la cour d'assises. La cour d'assises succède en 1808 au tribunal criminel. Les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales. À l'époque, ils n'ont pas à se prononcer sur la peine. Mais une loi de 1853 impose de nouvelles conditions de recrutement des jurés. Ils doivent jouir de leurs droits civiques et répondre à des critères de moralité, d'âge et de culture. De ce fait, les jurés ne sont plus que des notables et des personnes âgées. Depuis 1941, la Cour et les jurés discutent ensemble de tous les problèmes, y compris de la peine. Ils sont 6 sous Vichy, 7 en 1945 et le Code de procédure pénale de 1958 fixe définitivement leur nombre à 9. Depuis 1978, pour devenir juré d'assises, il faut avoir 23 ans minimum et être inscrit sur les listes électorales. Parmi les affaires jugées aux assises, les crimes sexuels. Une affaire a défrayé la chronique en 1995 à la cour d'assises de Périgueux. Depuis des années, Thierry Chevalier voulait que ce procès, celui de son père, ait lieu en cour d'assises, pour que la vérité, malgré des années de honte et de silence, éclate au bout du compte. La vérité, Claude Chevalier, aujourd'hui dans le box, ne la nie pas pour l'essentiel. Père de famille, il a violé son fils dès l'âge de 5 ans et jusqu'à l'adolescence. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent encore de ça. Il y a énormément d'adolescents qui ont peur de parler, qui se sentent toujours coupables. Moi, j'ai demandé ce procès public pour le faire médiatiser, pour bien leur dire qu'il ne faut plus qu'ils se sentent coupables, qu'il faut qu'ils essayent de faire quelque chose. C'est une affaire qui représente bien ce qu'est le contentieux habituel devant les cours d'assises en général, puisque nous en sommes actuellement à environ 60% d'affaires à caractère sexuel dans le contentieux que nous étudions tous les jours. Le reste est constitué principalement de crimes de sang et de vol à main armée, et on peut observer avec l'évolution du temps que ce contentieux a basculé depuis un certain nombre d'années, puisque antérieurement les cours d'assises jugeaient essentiellement des infractions contre les biens, le vol à main armée, les hold-up autrement dit. Ça ne signifie pas qu'il y a une augmentation des crimes à caractère sexuel, ça signifie que les victimes portent ces affaires davantage devant la justice. Voici la procédure suivie pour une affaire criminelle. Lorsqu'un crime est commis, un juge d'instruction est obligatoirement désigné pour faire l'enquête. C'est l'instruction. L'instruction terminée,
le dossier est transmis à la chambre d'accusation de la cour d'appel qui vérifie l'enquête réalisée par le juge d'instruction. C'est la mise en accusation. Si le dossier est prêt, la chambre d'accusation renvoie l'accusé devant la cour d'assises. La cour d'assises va alors pouvoir juger l'affaire. Elle est composée de 3 juges professionnels, un président et 2 assesseurs. 9 jurés assistés d'un greffier et d'un huissier audiencier. L'avocat général, l'accusé surveillé par des gendarmes ou des policiers, l'avocat de la défense, et éventuellement la victime et son avocat, le public et la presse. Le seul recours contre les décisions de la cour d'assises, c'est le pourvoi en cour de cassation qui ne rejuge pas l'affaire, mais examine uniquement les formes juridiques du procès. Si la cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'assises, l'affaire sera entièrement rejugée par une autre cour d'assises. Des réponses à quelques questions. Est-ce que l'accusé peut être jugé en son absence par la cour d'assises ? Normalement non, mais les textes ont prévu une procédure particulière qui s'appelle la contumace et qui permet donc à la cour d'assises de prendre une décision en l'absence de l'accusé. Au moment de son arrestation, il faudra recommencer toute la procédure et donc juger l'accusé normalement avec une cour d'assises normalement composée. Est-ce qu'il y a d'autres juridictions qui jugent les crimes ? Le principe, c'est que tous les crimes sont jugés devant la cour d'assises. Il existe cependant une cour d'assises spécialement composée, c'est-à-dire une cour d'assises sans juré. Le président est assisté de 6 magistrats professionnels qui vont juger notamment les affaires de terrorisme. Il existe aussi une autre cour d'assises plus particulière qui s'appelle la cour d'assises des mineurs. Dans cette hypothèse, c'est une cour d'assises normale. Simplement, le président est assisté de 2 juges des enfants et les débats se déroulent sans public.